Cette première série de vidéos porte sur l'algèbre linéaire. La finalité est de réussir à visualiser et comprendre la diagonalisation de matrices. La diagonalisation fait intervenir différents objets et procédés mathématiques que nous verrons tout au long de cette série. Cette première vidéo porte sur les vecteurs, les bases et les espaces vectoriels. Déjà, qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur peut être représenté par une flèche, qui se définit par sa longueur et sa direction, mais également par des coordonnées numériques. Ces deux représentations sont équivalentes, elles représentent le même objet et sont interchangeables. Mais que signifient ces chiffres et comment nous permettent-ils de retrouver la flèche? Pour le comprendre, plaçons-nous dans un quadrillage. Ce quadrillage possède deux axes, x et y, ça tombe bien, nous avons deux coordonnées. La première est 1, nous allons donc compter un carreau à partir de l'origine le long de l'axe x. La deuxième est 2, nous allons donc compter deux carreaux à partir de l'origine le long de l'axe y. Ainsi, on retombe bien sur la flèche. On peut donc, à partir des coordonnées numériques, retrouver la flèche. Mais pour vérifier que les représentations sont réellement interchangeables, il faut vérifier que l'on puisse faire le chemin inverse, même si cela peut paraître évident. Nous allons donc, à partir de la flèche, retrouver les coordonnées numériques. À partir de la flèche, nous retrouvons bien les coordonnées numériques. J'aimerais maintenant qu'on se penche sur ce quadrillage, puisque c'est quand même grâce à lui que nous avons pu faire le lien entre nos deux représentations. Qu'est-ce qu'il se passe si, sans toucher à la flèche, on rapetissit le quadrillage? Regardons. Et là, on a un problème. Les coordonnées ont changé, mais pas la flèche. Cela soulève quelques questions. Est-ce que la flèche est plus importante? Est-ce qu'elle est plus réelle? Est-ce que c'est elle le vrai vecteur? Ces questions n'ont pas de sens mathématiquement, mais regardons quand même la flèche seule pour essayer de comprendre. On rappelle qu'on définit une flèche par sa taille et sa direction. Là, on ne peut donner précisément aucun des deux. On voit donc que le quadrillage ne nous permet pas seulement de faire le lien entre nos deux représentations, mais qu'il est également essentiel pour définir nos vecteurs. Reprenons donc le quadrillage pour essayer de mieux le comprendre. On va commencer par compter 1 sur l'axe horizontal. La première chose qui définit notre quadrillage, c'est une unité de longueur. Elle pourrait être plus petite comme plus grande. Cela modifierait le quadrillage, mais ne nous gênerait pas vraiment pour définir des vecteurs. Elle est donc arbitraire, on la choisit comme on veut. Maintenant, il y a une deuxième question. Pourquoi compte-t-on 1 vers la droite et pas vers la gauche? C'est parce que notre axe porte une direction qui indique le sens des positifs et des négatifs. Notre axe se définit par une longueur et une direction, il est donc en fait défini par un vecteur. Idem, le deuxième axe est aussi défini par un vecteur. On va colorier ces vecteurs et les nommer, pour mieux s'y retrouver. Puisque ces deux vecteurs forment le quadrillage, on devrait pouvoir décrire d'autres vecteurs avec eux, sans refaire tout le quadrillage. Ici, on peut très bien décrire la flèche. On peut donner sa direction avec un angle par rapport à I ou à J, et sa taille par rapport à celle de I ou celle de J, encore une fois. Les coordonnées de ce vecteur sont 1, 1. Ce que ça veut dire, c'est que notre vecteur vert est égal à 1 fois I plus 1 fois J. Pour rappel, visuellement, additionner deux vecteurs revient à les mettre l'un à la suite de l'autre. Numériquement, on additionne une à une les coordonnées. On a donc I qui est égal à 1, 0 et J égale à 0, 1. De manière générale, avec un vecteur avec quelconque, donc, on va pouvoir le décomposer en combinaisons linéaires de I et J. Une combinaison linéaire de I et J, ça veut dire un certain nombre de fois I, ici lambda, plus un certain nombre de fois J, ici mu. Lambda et mu peuvent bien sûr être négatifs. On peut donc décrire tous les vecteurs de la forme lambda mu. Et comme lambda et mu sont quelconques,
que l'on peut choisir ceux qu'on veut, on peut donc décrire tous les vecteurs du plan. Les vecteurs i et j forment une base du plan, puisqu'on peut décrire tous les vecteurs du plan avec i et j. Mais quel vecteur de base peut-on choisir? Est-ce que i et j peuvent avoir n'importe quelle taille, n'importe quelle direction? Oui, tant qu'il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut en avoir une infinité. On ne va donc pas réfléchir dans ce sens-là. On va réfléchir à l'envers et se demander lesquels posent problème. Déjà, qu'est-ce que j'appelle un problème? Un problème, c'est quand on ne peut pas décrire un vecteur avec notre base. Et quand je dis décrire, je veux dire décomposer sous forme de combinaison linéaire. On va donc reprendre nos vecteurs de base, plus un vecteur quelconque, et faire varier nos vecteurs de base jusqu'à ce qu'on ait un problème. La première chose qu'on va modifier, c'est la longueur. On va faire varier uniquement i, mais en faisant varier j, on aurait des résultats similaires. Quand i augmente, la première coordonnée diminue. Et quand i diminue, la première coordonnée augmente. Jusque-là, pas de problème. Mais que se passe-t-il si la longueur de i est nulle? Cette coordonnée devient-elle l'infini? Pas du tout. On ne peut juste plus décrire le vecteur vert. On peut donc prendre toutes les longueurs, mais pas 0, donc pas de vecteur nul. Faisons maintenant varier la direction. Pour le coup, les résultats ne seront pas similaires selon qu'on touche à i ou à j. On va commencer par conserver l'angle entre nos vecteurs de base. Tant que l'angle est conservé, pas de problème. Maintenant, on va faire tourner seulement i pour changer l'angle entre nos vecteurs de base. Aïe, on a un problème. Alors, on pourrait décrire le vecteur vert visuellement, avec un angle par rapport à i ou à j, et une taille, encore une fois, par rapport à i ou à j. Mais je veux qu'on l'exprime comme combinaison linéaire de notre base. On verra par la suite que c'est très important, et que la description visuelle a des limites. Et là, on peut additionner i et j autant de fois qu'on veut, on ne pourra jamais retomber sur le vecteur vert. On ne veut donc pas de vecteur collinéaire. Depuis tout à l'heure, il y a une question qui est restée cachée. Pourquoi est-ce qu'on prend deux vecteurs? Pourquoi pas plus ou moins? Déjà, si on prend 0 vecteur, on ne peut rien décrire, puisqu'on n'a rien pour décrire. Si on prend un seul vecteur, on retombe dans le cas où on aurait un vecteur nul, qu'on a vu tout à l'heure. Et on ne peut donc pas décrire tous les vecteurs du plan. Deux vecteurs, on a vu que ça marche bien, avec quelques contraintes quand même. Voyons maintenant pour plus de vecteurs, et spécifiquement 3 vecteurs. On rajoute donc un troisième vecteur de base, bleu. Et là, on a une infinité de manières de décomposer le vecteur, vert, en combinaison linéaire de nos 3 autres vecteurs. C'est un problème que je n'avais pas évoqué, mais c'est un problème parce qu'on ne s'y retrouve plus. Les coordonnées n'ont plus aucun sens. Et avec plus de 3 vecteurs, ça sera pareil. Il faut que la décomposition en combinaison linéaire des vecteurs de base soit unique. Pour former une base du plan, il nous faut donc deux vecteurs, non nuls et non collinéaires. J'aimerais faire un rapide bilan sur ce qu'on a vu avant d'aborder la dernière notion. On a vu qu'un vecteur est un objet mathématique pouvant se représenter sous forme de flèches et de coordonnées. Une base est une famille de vecteurs particuliers qui nous permet de décrire des vecteurs. Ici, je n'ai pas colorié i et j, parce qu'on peut les intervertir comme on veut. L'ordre ne compte pas. On va maintenant parler d'espace vectoriel. En fait, une base nous permet de décrire un ensemble de vecteurs. C'est cet ensemble de vecteurs que l'on appelle espace vectoriel. Dans notre cas, comme x et y appartiennent à l'ensemble des réels R, l'espace vectoriel décrit par B est R2. Il existe bien sûr d'autres espaces vectoriels. R est une simple droite, et n'a qu'un vecteur de base. R3 représente l'espace en 3 dimensions, et ses bases possèdent donc 3 vecteurs. Évidemment, R4 représente un espace en 4 dimensions, et ainsi de suite. Ces espaces vectoriels sont dits géométriques. Leurs vecteurs sont une liste de nombres. Les notions qu'on utilise sur ces vecteurs géométriques s'appliquent à beaucoup d'autres objets mathématiques. On définit donc des espaces vectoriels abstraits contenant ces autres objets mathématiques.
Il peut s'agir de fonctions, de suites, de matrices, de polynômes, quantité d'autres objets. On ne peut pas non plus regrouper ceux qu'on veut. On ne peut pas mélanger des matrices et des suites, par exemple. Pour qu'un ensemble de vecteurs abstraits soit un espace vectoriel, il faut qu'il admette deux opérations. L'addition, qui est interne. On additionne deux éléments de notre espace E, et le résultat appartient encore à E. La multiplication, qui est externe. On multiplie un élément de E avec un élément de K représentant l'ensemble des réels ou des complexes. Ces deux opérations doivent avoir certaines propriétés que je ne détaillerai pas ici. Prenons comme exemple les suites arithmético-géométriques, c'est-à-dire un plus 1 est égal à lambda un plus mu. Une base de cet espace est un, puisqu'une combinaison linéaire de cette base donne bien lambda un plus mu. Notre espace est de dimension 2, car notre base possède deux éléments. J'ai choisi un espace de dimension 2 pour pouvoir le représenter facilement. Chaque point du quadrillage correspond à une suite arithmético-géométrique. Le point orange va maintenant se déplacer aléatoirement pendant 30 secondes pour me laisser le temps de conclure. Dans la suite de cette série, nous travaillerons essentiellement en deux dimensions et avec des vecteurs géométriques, pour que les choses soient simples à animer pour moi et intuitives pour vous. Il faut toutefois garder en tête que les outils que nous allons découvrir s'appliquent sur tous les espaces vectoriels. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.